Donc nous sommes ici au Saillant, c'est pas la nouveauté, le Saillant qui a la particularité d'être partagé en deux, sur deux communes, puisque c'est la Vézère et donc le pont qui font la limite entre rive gauche à la Sac, rive droite, commune de Boutzac, on a été l'essentiel de la journée. Alors, on va faire là, on s'avancera à la scène juste avant de partir pour regarder plus près les messages. On est dans un espace, dans un lieu qui a la particularité par rapport à la Seconde Guerre mondiale d'avoir deux stèles. Il n'y a pas d'autre endroit, à ma connaissance, il n'y en a pas beaucoup, ça doit exister, où il y a deux stèles côte à côte. Et je vais me permettre de vous expliquer comment on est passé d'une stèle à deux stèles. Étant entendu que là, on va se transposer en 1944, je vais faire un bref rappel en deux phrases, en 42 et en 43, avant d'arriver à 44, et d'insister là-dessus. Étant précisé que ce qui me paraît important de dire, c'est que là, on va faire à la fois de l'histoire et de la mémoire. Les stèles, c'est ce que j'appelle, moi, les mémoires de pierre, ou la mémoire de pierre. Là, il y en a deux, c'est pour ça que j'ai mis au pluriel. Elles portent chacune un message bien particulier, et on va analyser ce message. Alors, 30 novembre 1942, la Corrèze est totalement occupée. Totalement occupée par les troupes, les troupes allemandes et nazies. La garnison la plus proche, c'est celle de Brive. Bon, la résistance se structure surtout à partir de fin 42, 43, évidemment fin 42 avec l'occupation, elle prend de plus en plus d'importance, elle se structure, et en 1943, la résistance non communiste est finalement démantibulée. C'est le terme que je vais employer, démantibulée. Pourquoi? Parce que Michelet, qui est arrêté au mois de janvier 1943 à Fresnes et déporté à la fin de l'année à Dachau, dont il ne reviendra qu'au mois de mai 1945. Rigouletz, chef de l'armée secrète, est arrêté, il sera en 1943, il sera arrêté, il sera interné, il sera fusillé au Mont-Valérien et sera fait compagnon de la libération à titre posthume. Si la résistance non communiste est démantibulée, comme je le dis, la résistance communiste, on peut l'appeler ainsi, c'est-à-dire les FTP, continuent à œuvrer. Et 1944, au printemps 1944, en février et mars, il y a plus de 90 coups de force, 90 attentats qui sont donc sabotages, en d'autres termes, qui sont à mettre au compte des FTP, notamment la résistance ferme, mais pas uniquement. Bien. Donc, quand les nazis se rendent compte, les forces d'occupation se rendent compte qu'il y a donc une résistance structurée, forte, qui fait des coups de force, des sabotages en Corrèze, s'interrogent et se disent c'est mauvais, il va peut-être falloir essayer de réagir. Et la meilleure preuve, c'est que le préfet du Jura, donc c'est pourtant éloigné la Corrèze du Jura, donc dans son rapport mensuel du mois de février 1944, donc chaque mois, les préfets, les départements faisaient un rapport au gouvernement à Vichy. Eh bien, il réclame, le préfet du Jura réclame des forces de police supplémentaires, et j'ai noté, donc il justifie ainsi, s'il n'y a pas de renfort, le Jura, déjà, je cite, déjà sérieusement contaminé, deviendra, qu'on le veuille ou non, une sorte de Corrèze, et c'est à tout prix ce qu'il faut éviter. Donc ça affranchit, si je puis employer ces termes-là, les frontières pour aller jusque dans cette région montagneuse où la résistance également se représente. Alors, au mois de mars 1944, on va arriver aux événements du Saillant qui ont lieu le mois suivant, au mois d'avril. Au mois de mars 1944, qu'est-ce qui se passe? L'état-major allemand décide de monter une opération pour anéantir la résistance locale corrézienne. Et elle décide de constituer une armée, mais qui va avoir une division, plus particulièrement au sein de, donc, pour reprendre les termes, le véritable vocable, une division qui aura pour mission essentielle de traquer les résistants, de les anéantir, bien évidemment, pour les couper de la population locale qui les aide. Elle va pratiquer la terreur nazie, même si c'était pas des SS, c'est pas donc la Das Reich, c'est la Bremer, je vais en dire un mot. Et également, l'autre but, c'est quoi? L'autre but, c'est de
rechercher et faire disparaître les Juifs, les déportés, les arrêter et les déporter. Donc à partir de ce moment-là, cette division Bremer est constituée d'unités, de régiments qui sont prélevés ici ou là. Elle va se cantonner à Angoulême et la finalité, c'est donc celle que j'ai évoquée, étant précisé que cette division ne va avoir une durée qu'éphémère. Dans le temps, bien évidemment, si c'est éphémère, elle n'est pas faite pour durer éternellement. Et elle se constitue à Angoulême et elle va opérer dans 3 départements. La Dordogne, elle va opérer ensuite en Corrèze et puis en Haute-Vienne. Et donc, ça démarre par la Dordogne et elle va arriver à la fin du mois de mars 1944 ou à l'Arche. L'Arche, donc limitrophe, commune limitrophe de la Dordogne, enfin limitrophe, oui, en Corrèze, donc par rapport à la Dordogne. Là, qu'est-ce qui est ciblé? Essentiellement les Juifs. Moi j'ai eu l'occasion, l'honneur d'enregistrer à Paris une personne qui était une mamie, qui était juive, qui a été arrêtée, qui a été déportée avec sa maman à Birkenau, qui elle a échappé puisque je l'ai enregistrée donc à Paris, et donc sa mère, elle a été morte du typhus notamment à Birkenau. Donc Birkenau c'était le grand camp d'Auschwitz, il y avait Auschwitz 1, 2 et 3, donc c'était le plus grand camp, le plus grand cimetière aujourd'hui de l'humanité, c'est comme ça qu'on peut employer le terme. Et son père a été fusillé à Saint-Pantaléon. Voilà, un exemple parmi d'autres, les Juifs. Et donc elle arrive en Corrèze et elle va donc opérer selon une ligne qui est celle de la 89 d'aujourd'hui, c'est-à-dire depuis Rive, en remontant, l'Arche, Rive, donc, et puis Tulle, Égletons, et jusqu'à Ussel. Et c'était très simple, elle arrivait, elle choisissait un site, chef-lieu de canton souvent, et là, elle rayonnait et semait la terreur. Alors les exactions, ça a été considérable. C'est ce que le préfet Trouillet appellera dans ses mémoires la semaine sanglante. Je vous donne les chiffres parce que je ne les ai pas exactement en mémoire, mais je vais vous les redonner. 3000 arrestations, donc, pour la Corrèze, hein, dont 1500 maintenus, 55 fusillades, sans compter les Juifs dont il fut fait une hécatombe. Donc 190 Juifs sont déportés et 20 ont été fusillés. Donc, la Bremer. La Bremer, on arrive au mois d'avril. La Bremer, pour les brévistes, là, je sais qu'il y en a, c'est elle qui opère à Noailles, notamment, et qui rafle donc l'instituteur et son fils, et puis 2 réfugiés, hein, donc, et qui vont être fusillés à la Montade ou à Chamlat, là où il y a la stèle. Hein, donc là, la Bremer est intervenue. Et donc, elle va continuer à Beina, elle va rafler des Juifs. Enfin, bref, on ne va pas faire la liste, on n'a pas le temps. Et là, vous me direz, qu'est-ce qui se passe? Là, on est sur la place du 15 avril 1944. On est dans le créneau. Et la stèle, là, on va voir que la stèle n'est pas très, très heureuse dans la manière dont elle a libellé le texte. Donc, ce n'est pas la Bremer qui intervient là, c'est la bande Bony-Lafont. Donc, Bony-Lafont, c'est une bande donc, de supplétifs, hein, donc du régime de nazis. Hein, ce sont donc des truands. Il n'y a pas d'autre terme, des truands qui se sont intégrés en qualité de force supplétive aux côtés de celle de Vichy. Alors, en 2 mots, cette bande Bony-Lafont est dirigée par Henri Lafont, alias son nom c'est Chamberlain, qui a été condamné à 9 reprises avant-guerre, un voyou. Hein, un véritable voyou, et qui a obtenu la nationalité allemande, c'est intéressant, avec le grade de capitaine dans la Wehrmacht, et lorsqu'il va intervenir au Saillant, il a le même grade dans, je ne sais pas comment ça se prononce en allemand, dans la SS. Français, hein, donc à l'origine un citoyen français. Et puis il est aidé donc, par l'ex-inspecteur de police Bony, Bony-Lafont, qui lui va créer, ils vont être présents au Saillant, ce qu'on appelle la brigade nord-africaine, c'est-à-dire des supplétifs qui sont prélevés contre solde, et à l'époque la solde elle était intéressante, dans les colonies essentiellement, donc marocaines accessoirement, donc marocaines algériennes, marocaines et algériennes, les deux. Bien. Et là, le 15 avril 1944, qu'est-ce qui se passe? Il se passe qu'au Saillant,
mais tous les accès sont bouclés, les accès au Saillant. Saillant de Vuzac où on est, Saillant d'Alassac aussi. Je sais que mon grand-père a raconté qu'il partait au travail, parce qu'un samedi matin, il était ouvrier carrier aux ardoisières d'Alassac, et au moment où il partait, il a vu ce qui se passait et il est rentré à la maison. Et donc, je passe sur un certain nombre d'éléments. La totalité de la population du village va être arrêtée sous motif, ou au motif plutôt, de contrôler les papiers. Ils sont invités à venir. Donc, pour ceux qui sont de l'autre côté du pont, ici, pour ceux qui sont de ce côté-là, ici, bien évidemment, c'était plus facile. Et là, qu'est-ce qu'ils vont voir dans ce rendre là, ça n'a pas changé. Je n'étais pas là moi en 1944, mais là où il y avait l'entrée du château, ils ont eu la surprise de voir qu'il y avait des forces allemandes, la bande Bonny-Lafont, et puis évidemment, on l'a dit, il y avait aussi donc la Légion nord-africaine qui avait perquisitionné dans les maisons. Et là, ils ont la surprise de voir un petit jeune qui était dans le village depuis quelque temps, qui avait gagné finalement la confiance des habitants, qui s'était confié sans trop se confier, mais peut-être un petit peu trop. Et là, il a mitraillette en bandoulière et il a surtout l'uniforme, enfin pas l'intégralité, mais il a notamment le béret de la milice. Donc vous avez compris que c'est un milicien. Et là, il va y avoir un tri qui va être fait. Là, ma mère qui s'est retrouvée là, qui est du Saillant d'Alassac, ma mère m'a dit qu'il faisait des signes de tête au fur et à mesure où vous arrivez. Signes de tête, oui, signes de tête, c'était bon, oui, non, on allait à gauche. Enfin, à gauche ou à droite, ça je me souviens plus. Mon père, avec d'autres, au moins deux autres, a réussi à s'échapper. Il était le Saillant de Vuzac, là, juste à la Bonta, où on est passé, là, on est passé devant la maison, qui était la maison familiale. Il est parti, et donc il n'a pas été arrêté. Les deux qui se sont échappés, là, sur les bancs de la Vézère, ont été mitraillés, ont été blessés. Alors, qu'est-ce qui se passe? Il se passe qu'il y a une arrestation, une rafle. Donc il y a, je résume, 21 otages qui ont été arrêtés, c'est ce qui apparaît sur la stèle, 21 otages arrêtés, et puis dans la foulée, Bonny prend la parole et exige que les résistants connus du Saillant se livrent dans un délai très bref, sinon, que va-t-il se passer? Eh bien, on va brûler le village. Point à la ligne. Voilà. Donc, je vais évoquer la suite à travers la première stèle. 1985, c'est curieux, c'est pas 1984, c'est pas pour le 40e anniversaire de la rafle, mais c'est pour le 41e. La commune de Vuzac, et c'est tout à son honneur, décide, avant l'heure, la notion, vous savez, de devoir de mémoire n'existait pas, n'était pas propagée à l'époque, n'était pas utilisée, donc décide d'honorer la mémoire de ce qui s'est passé, de ces événements-là qui ont eu lieu le 15 avril 1944. Et donc, c'est l'implantation en grande pompe, c'est pas péjoratif ce que je dis en grande pompe, hein, donc de l'inauguration dimanche matin, deux parlementaires qui étaient là, un sénateur et un député, hein, donc il y avait conseillers généraux des cantons, donc très très bien. Il y avait également la présidente de l'amicale nationale de Neuengamme, donc Neuengamme qui est le grand camp de concentration où ont été déportés ceux qui ont été arrêtés et dont les noms, 4 sur les 5, rescapés bien évidemment, dont les noms figurent sur cette première stèle. Alors, rapidement, qu'est-ce qu'elle dit cette stèle? Vous le verrez de visu dans quelques instants, je l'ai noté, oui. Il est dit, le 15 avril 1944, derrière ce mur, effectivement, ça, il n'y a rien à dire. Les troupes nazies, on va voir que ce n'est pas tout à fait ça, hein. Les troupes nazies rassemblèrent la population du Saillant, ça c'est vrai. 21 otages furent arrêtés, c'est vrai. Sur les 5 déportés au camp de Neuengamme, donc je rappelle que c'est le grand camp de concentration de l'Allemagne du Nord, qui était dans les Landes de Lunebourg, eh bien 4 ont été exterminés et apparaissent les noms, hein, sans les prénoms, Bory, Chauvu, Fressigny, Laguérie et la traditionnelle mention, n'oublions jamais. Donc, beau message, mais